Chesterton, un auteur anglais, bonsoir, que vous connaissez peut-être, que je vous invite à lire, qui n'est pas très facile à lire, mais parce qu'il est très profond, mais qui est très éclairant sur beaucoup de domaines, nous rappelle que l'amateur a le droit de faire ce qu'il peut avec les faits que les spécialistes établissent. Et donc c'est donc en amateur que je me penche sur cette question, en amateur au sens de celui qui aime, la grâce d'être père. Voilà, vous avez 4 heures. Enfin non, il m'a dit juste 40 minutes, donc je vais me dépêcher un peu. Donc en amateur, au sens de celui qui aime, nous verrons effectivement que l'amour est central, vital et même viscéral au cours de cette exploration. Évidemment, les années passant, il me semble déceler, en regardant ce petit bout de chemin, j'ai fait maintenant une bonne petite moitié, j'ai compté avant de venir, au moins une petite moitié, hein, l'avenir nous le dira, quelques éclats de lumière qui retiennent mon attention et peut-être la vôtre. Comme dimanche dernier, une montre frappée de soleil faisait danser sans le savoir un pétale lumineux sur les murs sombres de l'église. Je commencerai par un lien triple, un lien à 3 dimensions, un triple nœud qui me tient et qui me fait tenir. J'évoquerai ensuite, dans un deuxième point, le moment même de la naissance, mais une naissance un peu particulière, la naissance d'un père. Et mon troisième point, durant mon troisième point, je me pencherai avec vous sur les conséquences de tout ceci, les conséquences qui sont à la fois terribles, dramatiques, bref, éblouissantes. Donc, triple nœud, naissance d'un père, et qu'est-ce que cela engendre, hein, dans le sens, dans le sens du mot engendrement. Est-ce que ça vous va comme plan? Oui, frère Antoine? Oui, on me dit oui à la régie. Bon. Évidemment, comme vous tous ici, même si vous êtes donc des étudiants, que vous avez à peu près quel âge? 20 ans, 25, 30, 40, non. 20 ans, un peu plus, un peu moins? 19, 20, 21? D'accord, ok. Bon, et vous avez eu une dure journée aussi d'études en médecine ou en d'autres domaines. Bonsoir, asseyez-vous, il reste des places. Donc moi aussi, comme vous, j'ai été un enfant, j'ai été un fils. Et quel fils obéissant, exemplaire, bon élève? Ah non, pardon, je me suis trompé. Ah non, c'était quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'étais pas toujours très obéissant, loin d'être exemplaire, et j'étais mauvais élève, puisque je n'aimais pas du tout travailler. Donc, pour situer un peu, pour vous donner une petite situation, donc nous sommes 3 dans la famille, j'ai un grand frère et une petite sœur, nous sommes 3 enfants. Antoine de Saint-Exupéry, que vous connaissez peut-être un peu plus que Chesterton, nous rappelle que beaucoup de grandes personnes ont été des enfants, mais que peu d'entre elles s'en souviennent. Et donc je vais essayer maintenant de me souvenir avec vous un petit peu de ces souvenirs d'enfance. Ça va éclairer la suite de notre exploration. Mes premiers souvenirs sont flous. La peau chaude de ma mère, des bras, des voix, une cuisine peut-être, un carrelage contrasté, des jeux de cache-cache, des rires, des pleurs, des peurs parfois. Ma mère m'a toujours dit que j'ai parlé pour la première fois vers l'âge de 2 ans. Vers l'âge de 2 ans. C'était pour dire « j'ai soif ». Merci beaucoup pour le verre d'eau qui est ici. C'était pour dire « j'ai soif ». J'étais en effet plutôt du genre silencieux, mais ça ne m'a pas empêché par la suite de dire beaucoup de bêtises. Évidemment d'abord à mon frère, et puis à ma sœur, à mes amis bien sûr, et évidemment pas à mes parents. Et même lorsque j'ai eu 18-20 ans, mon père me disait « Julien, tu sais, dans ta future famille, à ton épouse, à tes enfants, il faudra leur dire les choses. Il faudra partager ce que tu ressens, exprimer ce qui t'habite. » Vous voyez que pour moi, c'est un exercice très difficile. C'est pour ça que je vous demandais en introduction d'être indulgent. Donc, mais peu à peu, appeler les autres, faire rire et raconter m'a donné goût à la parole. Aujourd'hui, mon métier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de parler devant des collégiens et des lycéens. Donc, ce soir, si je parle trop, s'il vous plaît, dites-le moi. J'ai d'ailleurs plus de facilité à parler à mes élèves qu'à mes enfants. C'est un point important sur lequel je reviendrai. Le premier nœud, vous vous souvenez, première partie, triple nœud, tout le monde s'en souvient ou pas? Oui? Super. Le premier nœud est donc celui qui me relie à mes parents, et par extension à mes grands-parents, et puis à mes ancêtres. Hein. Permettez-moi ici de vous parler un tout petit peu de mon grand-père paternel. Il s'appelait Marcel, je l'ai très peu connu.
Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est mon père qui me l'a raconté. Donc, mon grand-père donc, a connu la Seconde Guerre mondiale. Il a été très rapidement jeté en prison par les Allemands, dans un Oflag, un Offizierlager. Pendant, si ma mémoire est bonne, 6 années de détention. Eh bien, il a très peu mangé. Hein, il se contentait de rats qui passaient et des pelures de pommes de terre. Et il avait décidé, en voyant la guerre arriver, de ne pas se marier, alors qu'il aurait très bien pu se marier. Parce qu'il s'est dit, si je pars à la guerre et que je meurs là-bas, eh bien, ma femme sera malheureuse et mes enfants, si j'en ai aussi. Et donc, il a décidé de ne pas se marier. Il est parti à la guerre. Il a failli y rester, mais il est revenu, très, très amaigri, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. En revenant, il a même vu certains de ses camarades, de ses co-détenus. En revenant, si vous voulez, l'appétit était tellement grand que certains sont morts en récupérant leur retard de nourriture, en mangeant trop vite. Et lui, donc, il a fait bien attention de ne pas reprendre trop vite, etc., pour que tout se passe bien. Et donc, finalement, il a tenu bon, il a tenu le coup. Il a rencontré celle qui allait devenir ma grand-mère. Et donc, voilà. Et donc, je l'ai assez peu connu. J'ai peu de souvenirs de lui. Je ne me souviens pas très bien de sa voix. Mais je me souviens que lorsque j'avais été sage, ce qui arrivait quand même parfois, il me faisait comme ça signe du doigt, avec un petit sourire en coin. Je savais ce que ça voulait dire, c'était une bonne nouvelle. Ça voulait dire, voilà, viens, t'as été sage. Il m'emmenait dans la cuisine, il ouvrait le placard en haut à droite, il sortait une boîte en fer, il ouvrait cette boîte et il me donnait un biscuit, un petit brin. Je ne sais pas si vous connaissez ces biscuits, un petit brin. Et le goût du petit brin ne m'a jamais quitté et j'ai toujours aimé ces biscuits. Voilà. Et donc, jusqu'où on peut remonter en tirant la ficelle de cette vie qui nous est transmise, hein, puisque je vous parle un petit peu j'essaie de vous dire ce lien de la paternité, jusqu'où on peut remonter cette vie qui se transmet jusqu'à nous, qui coule dans mes veines, elle vient de beaucoup plus haut que moi. Évidemment, il y a mes parents, évidemment, il y a mes grands-parents, c'est pour ça que je viens de vous parler de mon grand-père. Je ne sais pas si vous connaissez Christiane Singer, ou Singer, je ne sais pas comment il faut dire, un auteur que j'aime beaucoup, je crois que j'ai à peu près tout lu, donc un écrivain qui est mort en 2009, si je ne me trompe pas. Son dernier livre s'appelle « Dernier fragment d'un long voyage », où elle raconte comment son médecin lui annonce qu'elle ne lui reste plus que quelques mois à vivre, et elle se dit « bon, ben, je vais écrire ces derniers mois ». Et là, donc, ce n'est pas ce dernier livre que j'ai dans les mains, c'est un autre, dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle « Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies ». Et je voudrais vous lire un passage pour éclairer ce que j'essaie de vous dire maintenant par rapport justement à cette transmission de la vie qui vient de beaucoup plus loin que nous. Et c'est donc mon premier point, cette grâce de la vie que nous recevons. Et bien voilà, je vais essayer de tout faire pour ne pas la gâcher. Et voilà ce que dit Christiane Singer. Quand Bernard voulut épouser Julia, il ne le put car il n'avait pas la somme nécessaire requise par la tradition pour la cérémonie du mariage, ni pour obtenir sous l'Empire l'autorisation de fonder un foyer. Il se souvint d'un oncle dont sa mère lui avait parlé avant de mourir et qui était riche et généreux. Après maints périples, il trouva son adresse et vint en l'an 1897 à Budapest, accompagné de sa fiancée, sonner à son perron. Nombreux sont ceux qui disent « On ne peut pas aider tout le monde et n'aide personne ». Mais cet oncle leur ouvrit la porte et les enveloppa tous deux d'un regard bienveillant. Il vit la limpidité de leur détermination et sa lumière. Il reconnut dignes d'aide ces jeunes gens qu'il n'avait jamais vus auparavant. De derrière un poêle, il sortit un réticule rempli de pièces d'or et leur compta 30 ducats. Puis il prononça à voix haute et claire la formule consacrée « Que votre union soit bénie à travers votre descendance et jusqu'à la fin des temps ». Bernard promit de restituer la somme dans les 5 ans qui suivraient. Il fut en mesure de le faire au bout de 2 ans. La petite menuiserie qu'il fonda ne tarda pas à se transformer en une importante fabrique où travaillaient avant la guerre plus de 200 ouvriers. Je suis la petite fille de Bernard et de Julia.
Nous les avons rencontrés tout au début du livre, à Lyon, au fond d'un couloir. Leur lignée est la seule à avoir survécu au Troisième Reich. Quelque temps avant sa mort, mon père bien-aimé m'a raconté cet épisode. Longtemps, il a cherché dans sa mémoire l'ancienne formule, l'extrayant mot à mot de la pierraille de ses mémoires, à travers votre descendance et jusqu'à la fin des temps. En écrivant, je sens ces paroles, je sens la chaleur de cette bénédiction ruisseler dans mon dos jusqu'au sacrum. La remémoration de cet épisode si longtemps enseveli avait mis mon père dans une grande émotion. Nous étions dans un café du Vieux-Port, pas très loin d'ici. Le garçon qui nous servait, un jeune homme de cœur voyant pleurer le vieil homme, s'était approché pour nous offrir son aide. « Non, lui ai-je dit, c'est maintenant que tout va bien. Nous avons retrouvé la trace perdue. » Budapest, 1897. Si tous les gestes que j'ai posés sur cette terre, un seul pouvait résonner aussi loin. Voilà, je voudrais lire tout jusqu'à la fin, depuis le début, mais ça serait un peu trop facile. Je vous invite à lire ce livre. Donc vous sentez que Christiane Singer ici nous montre, voilà, jusqu'où remonte cette vie qui coule en moi, de beaucoup plus loin. Combien de personnes ont donné leur vie pour que moi je sois vivant, hein. Je vous ai donné juste l'exemple de mon grand-père, voilà. Mais combien y en a-t-il si je remonte les années et jusqu'où? Jusqu'ici tout va bien? Oui, c'était le triple lien. C'était le premier. Alors, le premier lien, le premier nœud, c'est celui de ma filiation. Je suis fils de mon propre père, d'accord? Je viens en deuxième lien. Tout le monde, ça va? Le barbecue ne va pas griller trop, c'est bon. Alors, en grandissant, mes rêves se précisent, mes élans intérieurs se clarifient, j'ai soif d'aventure, comme vous probablement, et je rêve de rencontres. Les années ralentissent, je trouve le temps long, les études sont beaucoup trop longues, le micro est beaucoup trop fort, et les études sont beaucoup trop longues, et puis il se passe quelque chose à la Flatière. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit qui s'appelle la Flatière au pied du Mont Blanc. Je suis allé là-bas en 1999, au mois de décembre. Mes parents y étaient allés quelques mois auparavant, ils étaient revenus avec un sourire jusqu'aux oreilles, en nous disant, mon grand frère, ma petite sœur et moi, celui ou celle que ça intéresse, on vous offre une semaine là-bas. Il y a une retraite pour les jeunes entre le 26 décembre et le 1er janvier de l'année qui suit. D'accord ? Et donc moi, j'ai dit, ça tombe bien, je commençais mes études, je faisais tout et pas n'importe quoi, parce que j'étais quand même assez raisonnable. J'ai fait des bêtises, mais pas trop, on en parlera plus tard s'il y a un bonus DVD. Mais à ce moment-là, je faisais énormément de choses dans mon école de commerce, un peu trop, j'avais besoin d'une pause. Et je me suis dit, ça, c'est exactement pour moi. Et j'y suis allé. Et si on a le temps tout à l'heure, que vous avez des questions, je rentrerai un peu plus dans les détails. C'est là-bas que pour la première fois, j'ai vu Marie-Alix, celle qui allait devenir ma femme. Évidemment, je ne le sais pas du tout à ce moment-là. Mais donc, la Flatière. Et donc, il y a un deuxième nœud qui se profile à l'horizon. Hein, c'est un nœud qu'on peut appeler une intrigue. Hein, c'est un nœud qui va devenir une attache, un nœud qui va devenir une alliance, qui va devenir un mariage. Et c'est le deuxième nœud que je voulais souligner avec vous. Nous nous marions donc un 17 août 2002, ça fait plus de 20 ans maintenant. Christiane Singer, que vous connaissez maintenant, nous rappelle dans son même livre, le mariage ne se contracte pas, il se danse. Voyez ? Et donc voilà, on s'est dit, on va danser notre mariage. Et depuis que nous nous sommes mariés, les années commencent à s'accélérer. Je vous ai dit que je trouvais les études trop longues. Mais depuis qu'on s'est mariés, les années passent comme des mois. Et il y a un troisième nœud qui arrive. Un jour, ma femme m'annonce, écoute mon chéri, je crois que voilà, on attend un bébé. Et là, voilà, c'est le troisième nœud en question. Donc je suis moi-même un enfant. Deuxième nœud qui me lie, du verbe lier, à mon épouse. Et là, il y a un troisième nœud, il y a un enfant qui arrive, qui pointe le bout de son nez. Et il y a un troisième nœud. Vous voyez, triple nœud, triple, je ne sais pas comment dire, je pense que le triple lien, triple nœud. Et donc, le Père qui dort en moi est en train de naître. Le Père qui dort en moi est en train de naître. Et donc, j'arrive sur ma deuxième partie. Vous avez vu, j'ai construit donc la naissance d'un Père. Naissance d'un Père. Vous voyez, je suis quand même bien organisé. Ça va jusqu'ici, tout va bien ? Bingo. Ça, je dirai plus tard si on a le temps.
Alors il nous paraît naturel qu'il y ait toujours des témoins au moment de la naissance. Évidemment, hein, au moment de notre naissance, il y a au moins un témoin, c'est notre propre mère. D'accord? Évidemment, on ne peut pas dire qu'elle n'a rien vu à ce moment-là. Sauf cas particulier, mais donc notre mère est ici. Il y a une sage-femme aussi qui souvent n'est pas loin, et le père lui-même peut être à côté, au moins dans la pièce d'à côté. L'alliance conjugale dont j'ai parlé tout à l'heure, elle se fait également sous les yeux de témoins, d'accord? Il y a des témoins au moment du mariage, et ces témoins sont là pour être une oreille attentive, pour être un confident, une confidente ou un soutien en cas de besoin. Et pour le père, qui sont les témoins pour dire que c'est bien lui le père? Et bien en fait, il n'y en a qu'un. Le témoin pour dire qui c'est le père, il n'y en a qu'un, je devrais plutôt dire il n'y en a qu'une, c'est son épouse, c'est sa femme. D'accord? Il n'y en a qu'une qui peut dire, bah oui, c'est bien lui le père. D'accord? Donc c'est elle qui atteste le père auprès de la famille, auprès de la société, auprès des enfants. Donc la mère ressent dans son sein, dans sa propre chair, la vie qui éclot, les coups de pied du bébé, avant même la naissance. C'est la première au courant, son corps lui parle, mais il faut qu'elle l'annonce au père. Et le père, lui, donc, il l'apprend à ce moment-là. Oui, il s'en doute peut-être un peu avant, mais il l'apprend officiellement à ce moment-là. Et c'est là que le père commence à naître. Alors ma propre mère a toujours considéré la naissance comme un miracle, hein, le nombre de fois où on nous a raconté nos naissances, en disant voilà, c'est absolument incroyable, on est dans la pièce, il y a un certain nombre de personnes, la maman qui est là, qui attend l'heure de la délivrance, il y a la sage-femme qui est ici, et d'un seul coup, abracadabra, pif, paf, pouf, on est, je sais pas, on est 4 ou 5, et d'un seul coup, il y en a un en plus qui est ici, un nouvel être humain qui vient de naître, et c'est un véritable miracle, d'accord? Donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ça peut être la nouvelle la plus banale qui soit, mais en fait, c'est une nouvelle absolument extraordinaire. Paul Claudel dit « Maintenant, entre moi et les hommes, il y a ceci de changé, que je suis père de l'un d'entre eux. Maintenant, entre moi et les hommes, il y a ceci de changé, que je suis père de l'un d'entre eux. » Donc il y a quelque chose qui change quand, au moment d'une naissance. Et à ce moment-là, je peux vous dire que les mois filent comme des semaines. Vous voyez, on passe une vitesse, le temps s'accélère à nouveau. Est-ce que vous connaissez la BD Calvin et Hobbes? Oui? Non? Je vous invite à lire, il y a plusieurs numéros, il y en a une vingtaine, une trentaine, même un peu plus dans l'intégrale. C'est très drôle, c'est l'histoire d'un enfant de 6 ans, Calvin, à qui il arrive toutes sortes d'aventures avec son tigre en peluche, qu'il appelle Hobbes, donc Calvin et Hobbes. Et donc, il fait les 400 coups tout le temps, il fait les pires bêtises du monde, c'est l'inondation dans la cuisine, c'est la chambre à l'envers, il rend complètement folle la babysitter, enfin bref, c'est la catastrophe, c'est à pleurer de rire. Et donc, il a plusieurs discussions, notamment avec ses parents, et souvent avec son propre père. Et à un moment donné, alors que son père essaye de s'en sortir pour tel ou tel problème, il essaye de réparer le vélo, je ne sais pas ce qui se passe, et à la fin, Calvin, donc qui a 6 ans, qui est haut comme 3 pommes, il regarde son père et lui dit « Ah, tu t'en sors pas? Je vois. Il n'y a pas de diplôme pour devenir père, c'est ça? Il n'y a pas de diplôme pour devenir père. » Et effectivement, il n'y a aucun diplôme pour devenir père. Aucun. Et donc, on devient père au moment où son enfant arrive. Et voilà, c'est beaucoup de bonnes nouvelles et d'aventures en perspective. Donc, qui est prêt à cette aventure immense? Eh bien, je pense qu'on n'est jamais prêt complètement. Il n'y a qu'à lire Calvin et Hobbes pour s'en convaincre. Et puis, il n'y a qu'à voir aussi ce qui se passe chez vous, si vous avez des frères, des sœurs, ou si vous avez déjà des enfants. Donc, on n'est jamais complètement prêt. Si le père donne à l'enfant son nom, c'est lui qui va déclarer à la mairie. Qui est-ce qui appelle pour la première fois son père papa? Eh bien, c'est l'enfant. Il y a comme une double nomination là. Le père donne à son enfant son propre nom. Voilà, moi, ma fille aînée s'appelle Alaïs, donc c'est moi qui... Voilà, Alaïs. Mais c'est elle qui, la première, a dit papa, m'a donné ce nom de papa. Vous voyez? Donc il y a un double don comme ça du nom, dans un sens, du père vers son enfant et de l'enfant vers son père. Et je vous garantis que lorsque votre enfant vous dit papa, vous en prenez plein la poire parce que
voilà, même si vous êtes au courant, même si vous ne dormez pas beaucoup, qu'il faut changer les couches, etc., depuis des semaines et des mois, quand votre enfant vous appelle papa, eh bien voilà, c'est un choc, pas intersidéral, mais un peu cosmique, quoi, quand même. Je voudrais juste vous dire un mot aussi sur un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michael D. O'Brien, qui a écrit Elijah, une apocalypse, le père Elijah. Est-ce que certains ont déjà lu ce livre ou pas? Ou d'autres livres du père alors c'est pas un prêtre, hein, c'est O'Brien, je me souviens plus son prénom. Bon bref, c'est pas grave. Eh bien, dans un de ses livres, un des plus épais, il faut aimer lire quand on lit O'Brien, qui s'appelle l'Odyssée du Père. L'Odyssée du Père, c'est l'histoire d'un père dont le fils disparaît du jour au lendemain et qui va partir à la recherche de son enfant. L'Odyssée du Père, c'est un livre absolument voilà, très beau quand on aime ce genre d'écriture. Et Michael D. O'Brien va très loin dans ce que je viens de vous dire par rapport au fait que c'est l'enfant aussi qui fait que le père est un père. Non seulement parce que sans naissance d'enfant, évidemment, le père n'est pas père, bon, mais il dit carrément, l'enfant est le père de l'homme. L'enfant est le père de l'homme, puisque c'est par l'enfant que l'homme devient père. Vous voyez, il va très loin. C'est comme s'il retournait la situation, mais c'est pas faux non plus. L'enfant est le père de l'homme. Alors est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'enfant engendre le père? Voilà, c'est une question peut-être de langage, mais vous voyez, ça va quand même très loin. Donc, dernier point que je voulais aborder avec vous, les conséquences de cette paternité. Hein, voilà ce qui se passe. Voilà, quelles sont les conséquences plus ou moins dramatiques, plus ou moins extraordinaires, plus ou moins folles, plus ou moins terribles, plus ou moins joyeuses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une amplitude très forte hein, quand on vit quand on voit ses enfants grandir, il y a énormément d'émotions qui se croisent. Alors moi, je me souviens qu'au moment de la naissance de notre première fille, il y a un oncle qui est venu me voir à la maternité, parce que je faisais des allers-retours, je m'occupais de... Bon bref, je faisais ce que je pouvais, quoi. J'étais un peu débordé. Et il y a un oncle qui arrive comme ça, et avec son humour habituel, il me regarde, il me dit « Bon, ça y est maintenant, fini les bêtises. Tu peux plus faire de bêtises maintenant. » Et alors ça m'a fait sourire et en même temps j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est que maintenant voilà, ça y est, ma fille est ici, maintenant je suis père, je suis papa, je peux plus, voilà, il va falloir que je réfléchisse à 2 fois avant de poser un acte, avant de prendre une décision, avant de prendre telle ou telle direction. Et effectivement, il a raison, mon oncle. Donc l'enfant nous fait grandir, d'accord? Il y a un lien très fort qui se resserre, hein, dont j'ai déjà parlé. Il y a une confiance aussi qui se met en place. Hein, l'enfant fait totalement confiance à son père. Moi, je me souviens d'Alaïs, notre fille aînée, quand elle a, je ne sais plus, 4 ans, grosso modo. On se promène là dans la rue, on va faire les courses je ne sais plus où. Et puis, un de ses jeux préférés, c'était de monter sur les marches pendant qu'on monte un trottoir, par exemple sur le boulevard Notre-Dame. Sous chaque perron, elle s'arrête, elle monte les 2 marches pour se mettre là-haut et sauter une marche ou 2. Mais quand elle est trop petite, évidemment, elle me demande de la rattraper. D'accord? Bon, très bien. Ce que je fais bien volontiers, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je me souviens d'un moment où elle monte ici, il y avait 3-4 marches, et elle avait les yeux fermés, elle se jette comme si elle se jetait de l'avion sans parachute. Moi, je n'avais pas vu du tout que c'était le moment où il fallait que je la rattrape. Et heureusement, au dernier moment, dans un bond monumental, je me mets au bon endroit pour la rattraper. Elle n'a rien vu du tout, elle repart en courant pour se remettre dans le suivant, etc. Et puis ça recommence. Hein. Donc voilà, il faut être disponible, il y a une confiance et une disponibilité à toute épreuve. Voilà, ma fille Lucie, aujourd'hui, qui a 8 ans, passe son temps, quand elle me voit, me dire « Papa, on joue ?» Elle se lève le matin, « Papa, on joue ?» Je dis « Oui, attends, je vais me brosser les dents. »« Papa, on joue ?» Et elle joue tout le temps, elle va chercher un jeu de cartes, elle va chercher les Playmobil, elle va chercher les... « Papa, t'as un carte, je vais faire une niche. » Pour mon doudou, est-ce que tu as du carton, du scotch? Je dis oui, on verra tout à l'heure. Et puis il y a 3 jours qui passent, et puis j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc on est très sollicité. Plusieurs fois aussi, je me suis rendu compte que c'est mon rôle de dire les choses, hein, j'allais dire de remettre les pendules à l'heure,
parfois de manière un petit peu carrée. J'aime bien remettre les pendules à l'heure, mais les vraies pendules. Hein. D'ailleurs, dans 10 jours, le week-end de Pâques, on va changer d'heure, donc il faudra... Je vais passer dans la maison, comme d'habitude, c'est moi qui m'en occupe. Il y en a une dans chaque salle de bain, parce que quand les filles... Parce que j'ai 4 filles, frère Antoine nous a dit j'ai 4 enfants, c'est 4 filles qui grandissent. Alors autant vous dire que les douches, voilà, quand c'est le moment des douches le soir, moi je peux attendre longtemps mon tour. Hein, donc on a mis des horloges, elle dit voilà, tac, tac, 15 minutes maxi, parce que sinon c'est la cata. Ah non, mais ce soir je me lave les cheveux, papa. Ah bon? Il te faut combien de temps? Bah 40 minutes, ok, d'accord. Donc l'autre qui veut se laver les cheveux, j'ai dit bon, bah, on verra demain, hein, sinon on va pas s'en sortir. Pour vous dire aussi l'ingéniosité de des enfants qui grandissent, qui nous font réaliser des choses. Par exemple, Lucie, il n'y a pas longtemps, donc on met le couvert autour de la table, c'est l'heure du dîner, on se dépêche, allez hop, on met le couvert, on met les assiettes, on met tout ce qu'il faut. Et puis elle constate, alors attention, c'est hyper logique, il ne faut pas que je me trompe dans les mots. Elle se retrouve à l'endroit de la table, c'est la seule assiette avec tous les couverts, mais il n'y a pas la petite cuillère. Et c'est elle qui est ici. Donc, elle va ronchonner un peu, mais au lieu de ronchonner, elle dit « Personne n'a de cuillère, sauf vous. Personne n'a de cuillère, sauf vous. » C'est pas mal. Personne n'a de cuillère. Bon, voilà. Et alors, à un autre moment, comme ça, elle me dit « Papa, je sais comment on fait des... » Parce qu'on fait, bon, bref, le papier, il y a des feuilles de brouillon, vous savez, qui sont imprimées que d'un côté, donc on prend comme ça. Donc, quand elle vient dessiner, comme elle dessine 58 fois par jour, on lui donne des feuilles de brouillon, sinon c'est la catastrophe. Et un jour, elle vient me voir, elle me dit « Papa, j'ai trouvé comment on fait les feuilles de brouillon. » Tu prends une feuille blanche, tu imprimes d'un côté, et ça fait une feuille de brouillon. Hein? Logique, hein? Logique, bon, voilà. Alors, Peggy, un autre auteur que j'aime bien, Peggy considère le père comme le plus grand aventurier de tous les temps. Et écoutez ce qu'il dit au sujet du père, c'est très intéressant. Il parle du père comme celui qui prend le plus de risques. C'est pour ça qu'il le qualifie du plus grand aventurier de tous les temps. Je parlais en introduction d'aventure, et l'aventure de la paternité est peut-être la plus grande qui soit. Écoutez ce que dit Peggy. Lui seul, le père, lui seul, il a des otages. La femme, l'enfant, et la maladie et la mort peuvent le frapper dans tous ses membres. Les autres naviguent à sec de toile. Lui seul, il expose. Il est contraint d'exposer aux tempêtes de mer un énorme appareil, un corps plein, toute la toile. Vous voyez, on voit que le père, il est obligé de tout déplier, quoi. Il est toujours un peu en retard, un peu comme moi, parce que, voilà, on s'expose, d'accord ? La souffrance, la maladie peut frapper à plusieurs endroits. À plusieurs endroits. James Bond, lui, que j'aime bien, il prend moins de risques qu'un père de famille, parce qu'il est tout seul. Il se faufile, il va plus vite. En plus, il a une voiture, bon, je n'ai pas la même, mais voilà. Donc voilà, quand vous avez 4 enfants, vous ne pouvez pas avoir la même voiture que James Bond. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez, voilà, c'est pour ça que Peggy dit ça. Vous constaterez peut-être, vous l'avez déjà constaté, que l'enfant appuie exactement sur les blessures d'enfance des parents. Exactement. Comme par un instinct particulier, il sent dans l'air, alors que même ça peut être des blessures dont vous n'avez jamais parlé à personne, il va venir exactement vous agacer, tac, en plein dans le mille. En plein dans le mille. Et donc là, il faut être prêt. Hein, on a tous des blessures, plus ou moins douloureuses. Et bien voilà, on grandit avec, on fait ce qu'on peut. Et vous inquiétez pas, à un moment donné, il y en a un qui va venir tirer sur la corde exactement à l'endroit où ça fait mal. Donc vous inquiétez pas, pour ça, il nous réveille. Autre difficulté et autre conséquence de cette aventure paternelle, c'est que, là je suis en train de vous parler de ça, bon déjà c'est pas très facile, j'ai plus de facilité à parler évidemment avec mes amis, à mes élèves, mes collégiens, mes lycéens, mais parler à mes enfants, c'est pas très facile. Parler à mes filles, surtout de certains sujets, j'ai envie de leur dire 1000 choses. Parfois, comme ça, dans la journée, je dis « Pétard, je sais ce que je vais dire ce soir à Maglone, je sais ce que je vais lui dire. » Tout est prêt, c'est impeccable dans ma tête. Et j'arrive, et paf, j'ai pas le temps, ou c'est pas du tout le moment, ou ça va trop vite, ou au fait, il y avait ceci, tel imprévu. Et voilà, et le temps file à toute vitesse, et le temps s'accélère, je l'ai déjà dit. Donc parler à mes filles n'est pas toujours simple. Et donc,
C'est bientôt terminé, ça va? C'est pas trop long? Qui est-ce qui dort? Levez la main? Non, ça va. Et donc je me dis, par rapport à tout ce que je viens d'évoquer avec vous, que je n'ai pas vécu jusqu'ici tout ce que j'ai vécu, toutes ces joies, toutes ces peines, tous ces bons souvenirs, tous ces fous rires, le nombre de joies qu'on a traversées, le nombre de moments de solitude incroyable, de tristesse aussi. Christiane Singer en parle dans ce même livre, il me semble, que voilà, même pendant le mariage, vous connaîtrez vos plus grands moments de solitude. C'est très curieux, c'est très curieux. Parce que quand on a connu, quand on sait justement, quand on vit le mariage, on a oublié la solitude. Mais la solitude est encore plus radicale dans les moments d'orage. Et cette solitude peut être très, très douloureuse. Et donc je n'ai pas vécu jusqu'ici tout cela, même si ce qui reste finalement, hein, vous allez le voir dans la conclusion, je vous dirai plus tard, je laisse un peu la surprise. Je ne veux pas divulgacher. Je n'ai pas vécu jusqu'ici tout ça, tous ces froids, tous ces chauds, toutes ces joies, toutes ces douleurs, tous ces combats, tous ces repos. Je n'ai pas autant grondé, autant pleuré, autant ri pour stopper la transmission de la vie qui m'a été donnée. Hein. Vous avez déjà entendu cette phrase « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Finalement, tout ce que nous sommes, nous avons absolument tout reçu, absolument tout de ce que nous sommes. Nos oreilles, notre cœur, nos goûts. On a tout reçu, tout, absolument tout. Hein, je dis souvent à mes élèves, qui a demandé à vivre ici, levez la main. Alors, quand c'est en quatrième, il y en a toujours une ou deux qui lèvent la main, pour se faire remarquer. Mais après, c'est le lieu de très belles discussions. Personne n'a jamais demandé à vivre, et pourtant, nous sommes bel et bien vivants. Ça fait partie de ce fil rouge de la paternité. Alors, en conclusion, je voudrais juste vous dire, il me reste combien de temps, là, frère, la régie? Allô? Comment? 10. Oh là là. 20. Non, 5, ça ira. Ça vous va, 5? Oui, bon, d'accord. Alors, au fond d'une salle de classe, c'était une classe il y a quelques années, c'était au tout début, c'était pas au début, si, c'était au début du Covid. Je ne voulais pas parler de Covid, mais c'est pas grave. Au fond d'une salle de classe, j'ai vu une affiche comme ça, un petit peu abîmée par les années, scotchée, jaune fluo qui n'était plus du tout fluo. En cas d'alerte incendie, rassemblement sur le court de basket, je ne sais pas quoi. Un deuxième papier aussi à côté, A4, blanc cette fois-ci. En cas d'alerte attentat, voilà ce qu'il faut faire. Et puis un troisième papier à côté ou en dessous, ou sur le mur d'à côté. En cas de comment ça s'appelle, alerte chimique, je ne sais pas quoi. Je dis pétard. Les pauvres enfants de 6e, ils sont là et on répète. Bon, heureusement, ce n'est pas quotidien, hein, mais on répète, voilà, ce qui peut se passer en cas d'alerte attentat, en cas d'alerte aussi. Je dis, mais qu'est-ce que... Et ça va, tu vas aller à l'école ce matin? Non, j'ai pas très envie. Moi, si je lis tout ça avant de partir, je ne vais plus à l'école si je suis en 6e. Et donc, je vous raconte ça pour vous dire que être père, c'est ce que je pense avoir compris jusqu'ici, c'est transmettre la vie, ça, on en est à peu près persuadé, mais c'est aussi transmettre l'espérance. Parce qu'on ne peut pas transmettre la vie sans l'espérance. Si je donne la vie et que je dis à mon enfant, bon, je suis désolé, hein, mais voilà, la vie, tu vas voir, c'est trop dur, tu n'arriveras jamais, c'est impossible, c'est la catastrophe, ici, là, etc. Et objectivement, il y a beaucoup de lieux de s'alarmer, mais malgré tout, c'est celui qui espère contre toute espérance et qui le dit à son enfant, qui donne confiance à son enfant pour avancer malgré tout. Est-ce que vous avez vu ce film de Benigni, La vie est belle? Oui, hein? Vous avez vu ce film? Bon. Il y a un autre film qui s'appelle La vie est belle de Capra, que je vous invite à regarder. C'est un autre thème, une autre conférence peut-être, frère Antoine, s'il m'invite la semaine prochaine. Mais celui de Roberto Benigni, La vie est belle, et ben, c'est tout à fait ça. Hein? Ils arrivent dans un camp de concentration, et lui, son petit, comment il s'appelle? Giuseppe, je crois, hein, le garçon. Il s'appelle Giuseppe. Eh bien, son père va tout faire pour lui laisser penser que c'est un grand cache-cache immense. Et donc, il fait jouer son enfant pour le faire tenir jour après jour. Je pense que, voilà, donc transmettre cette espérance, c'est quelque chose de très important. Xavier Lacroix, un autre auteur qui est un peu trop
théologique pour moi, hein, c'est pour ça que je n'ai pas pris cet axe-là, mais là c'est important lorsqu'il dit, il est catégorique sur un point, il n'y a rien de plus inhibant, de plus meurtrier même pour un enfant qu'un regard de non-espérance, ce qui revient à dire de désespérance de la part de ses parents. Il sera au contraire mis au monde à nouveau, libéré et dynamisé. Il sentira se révéler en lui des ressources qu'il ignorait dès lors qu'il verra se poser sur lui un regard de confiance, de foi, et le mot n'est pas trop fort, dans les ressources cachées qui demeurent toujours présentes en lui. Et je vous raconterai tout à l'heure une petite histoire à ce sujet, si on a le temps avec les questions. Donc engendrer, c'est faire l'acte d'espérance le plus radical qui soit, écrit Paul Beauchamp. Donc un peu comme passer le flambeau, hein. Cette vie, cette espérance, je passe le flambeau. La vie, je l'ai reçue gratuitement, elle ne m'appartient pas. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Certes, le temps accélère, je l'ai déjà dit. Certes, mes semaines sont maintenant des journées. Mais c'est une bonne nouvelle, car la conséquence directe est la suivante. L'éternité n'est plus très loin. Que Saint Joseph, dont c'est la fête aujourd'hui, soit notre guide, soit votre guide, un guide qui lui aussi a été dépassé parfois, mais qui reste branché sur le cœur de Dieu. Il tient bon la barre et nous montre le Père éternel. Je prie pour vous, pour que votre vie porte un fruit qui vous dépasse, pour la plus grande gloire de Dieu. Je vous remercie. Est-ce qu'on a des questions? Et j'étais limpide. J'ai une question, mais qui est peut-être un petit peu difficile. Vous avez évoqué le fait que les enfants appuient toujours sur les faiblesses des parents. On n'est peut-être pas parents dans la classe, dans la salle, mais en tant qu'enfant, est-ce que vous avez peut-être des conseils ou est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus? Oui. Si un parent, donc père ou mère, hein, là moi je parle en tant que père évidemment, est agacé de manière récurrente par une manière de faire de son enfant, il est possible, c'est pas toujours le cas, il faudrait à chaque fois, c'est du cousu humain, il faudrait faire du sur-mesure et voir au cas par cas bien sûr. Mais pour ma part, je pense à quelques situations particulières, voilà, difficiles à décrire, mais je sais, pas à tous les coups, hein, mais sur certains points précis, que lorsque telle ou telle fille m'agace sur ce point-là, au fil des mois qui passent et des années qui passent, parfois, moi, je me souviens de points particuliers pour lesquels il m'a fallu quand même plusieurs années, je me dis, mais en fait, elle me ressemble au même âge. Et j'avais inconsciemment, à son âge grosso modo, fait subir à mes parents à peu près le même énervement, le même agacement. Et cet agacement vis-à-vis de telle fille, par exemple, eh bien, devient un petit peu récurrent et devient comme un bras de fer et devient difficile pour tout le monde. Et on tourne en rond, on ne s'en sort pas. Il y en a un qui appuie dans un sens, l'autre dans l'autre. Ça marche pas, elle m'écoute pas, elle comprend rien, ce que je lui raconte, c'est pas possible, pourtant ça fait 1000 fois que je le répète, etc. Et puis elle, on sent bien de son côté qu'elle est agacée. Donc il n'y a pas d'issue. Et à un moment donné, je me dis, pétard, mais en fait, je crois que voilà, c'est pas forcément de sa faute à elle, c'est pas forcément de ma faute non plus, mais il y a un espace de solution. Il y a un autre angle qui n'est plus un angle d'attaque, mais qui devient un angle de possibilité. Parce que j'ai pris conscience de ça. Et alors, et petit à petit, après il faut du temps, il faut trouver, vérifier, et puis transformer ces pointes, cet angle d'attaque, hein, cette flèche aiguisée, en dessert partagé, quoi. Mais là, je laisse le soin à chacune et chacun, en tant que parent et en tant qu'enfant. C'est plus le travail des parents, à mon avis. Mais si on est un enfant d'un certain âge, hein, qu'on a déjà plusieurs années aussi, on peut se dire peut-être qu'il y a quelque chose et peut-être essayer de prendre la question différemment.
pour que le nœud, parfois on s'aperçoit qu'en tirant dans un autre sens, en fait il se défait d'un coup. Alors qu'on tirait toujours dans le même sens, on tire de l'autre côté, un autre brin qu'on n'avait pas vu, c'est défait. Je ne sais pas si ça répond, mais... D'autres questions un peu plus faciles, s'il vous plaît? Barbecue? Question? Limoncello? Moi j'avais une question. Attends, je m'allume le micro pour moi-même. Il y a eu un moment avec la question de la maturité dans l'engendrement. Fait que dans les nœuds de ma vie, il y a des choses qui font que je grandis. Comment celui qui ne se marie pas, et pas forcément celui qui devient prêtre, qui aura une fécondité ou une certaine paternité, mais le célibataire qui ne se marie pas, comment va-t-il acquérir cette maturité ou devenir un homme ou comment il fait? On ne devient pas un homme forcément en se mariant. Hein, j'aurais pu le dire plus crûment, mais je vais en rester là. Voilà, c'est une idée fausse répandue, comme quoi il faudrait avoir eu des aventures pour être un homme, hein, des aventures amoureuses. Celui ou celle qui ne se marie pas peut très bien être complètement lui-même sans... là, il faudrait voilà, poser la question à des personnes qui vivent cela, mais pour le peu que de personnes qui sont dans cette situation que je côtoie, à mon avis, le plus simple, c'est d'être le plus soi-même possible, sans chercher peut-être à provoquer des situations qui ne seraient pas, qui manqueraient de naturel. Bien sûr, les rencontres, hein, je commencerai par ça, peut-être les rencontres amoureuses ne se font pas enfermées chez soi, bien évidemment, donc il s'agit voilà, d'être soi-même, de ne pas avoir peur de sortir, de multiplier de belles amitiés, hein, de lier de belles amitiés, mais après voilà, en étant soi-même, en faisant de son quotidien quelque chose de beau, de simple, et ben je pense qu'il n'y a aucun frein à l'épanouissement personnel, quand bien même il n'y aurait pas de vocation à proprement parler, hein, puisque c'est les vocations que vous avez évoquées sur donc le mariage, prêtre ou religieux. Il peut y avoir d'autres choses aussi, hein, qui sont peut-être pas forcément des points sur lesquels d'ailleurs l'Église pourrait peut-être un petit peu clarifier, hein, et dire bah oui, mais il y a aussi d'autres choses. Donc ça, je ne sais pas ce que l'Église dit à ce sujet, mais voilà, moi ce que je pourrais dire ce soir.